Nous sommes avec Gaëlle Châtelain, qui est directrice de recherche à l'INSERM et qui est coordinatrice d'un projet européen qui s'appelle Silver Santé Study, qui étudie notamment les effets de la méditation, mais pas que sur le bien vieillir. Bonjour Gaëlle. Bonjour, bonjour à tous. Alors nous allons parler d'un sujet qui va, moi, me passionner, hein, notamment c'est l'effet de la méditation, on va dire, sur le bien vieillir. Déjà, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter, puis présenter de manière plus complète le projet? Oui, alors moi je suis Gaëlle Chetla, je suis directrice de recherche à l'INSERM et je coordonne ce projet européen qui réunit 11 partenaires, 11 équipes de recherche ou autres qui sont dans toute l'Europe et qui vont travailler ensemble sur, de façon générale, comment favoriser le vieillissement en bonne santé, prévenir notamment des facteurs de risque qui sont associés au développement de démence comme la maladie d'Alzheimer. Et notamment, on a un essai clinique, une étude qui vise à tester si la prise en charge par la méditation ou par l'apprentissage de l'anglais permet de favoriser un vieillissement en bonne santé. Donc on va savoir si on peut rajeunir avec la méditation, c'est ça? À vraiment rajeunir, mais en tout cas freiner les impacts plus négatifs de la méditation. Il y a des impacts positifs du vieillissement, pardon. Oui. Il y a des effets positifs et des choses positives à prendre de l'âge. Il y a des aspects plus compliqués à gérer au niveau de la santé. Et donc, voilà, c'est comment éviter, retarder, prévenir ces aspects plus difficiles. Alors, le sujet est vraiment génial. Pour ceux qui me connaissent, je suis passionné par le développement personnel. C'est un sujet qui est absolument génial. Déjà, est-ce qu'on peut peut-être définir la méditation et puis peut-être quelques différents types de méditation, celle que vous utilisez dans votre essai? Complètement. La méditation, c'est vraiment un vaste terme qui regroupe beaucoup de choses. C'est une grande famille de pratiques. La plupart du temps, en recherche, on s'intéresse à la méditation pleine conscience ou mindfulness. Parce que c'est une pratique très standardisée. Il y a des programmes de méditation qui ont été traduits dans plusieurs langues et qui sont très standardisés, donc très faciles à utiliser de façon homogène en recherche dans différents pays à travers différents laboratoires. Ces programmes durent 2 mois. Nous, dans le cadre de notre étude, on a souhaité 2 choses. Premièrement, on a souhaité adapter le programme dans le cadre du vieillissement. Et donc, comme notre but, c'est d'impacter le vieillissement, qui est un processus lent qui s'inscrit dans le temps, il nous a semblé crucial de proposer une intervention plus longue qui s'inscrive dans le temps. Et donc, de façon unique au monde, on propose une intervention de 18 mois. C'est la première chose. La deuxième, on a souhaité associer à la pratique de pleine conscience une pratique de compassion et amour bienveillant qui va plus directement cibler les aspects émotionnels du vieillissement. Alors qu'au point de l'âge, on est confronté à plein d'aspects émotionnels qui ne sont pas forcément faciles à gérer et on espère ainsi mieux cibler ces aspects émotionnels et plus directement essayer de traiter la meilleure régulation des émotions. D'accord. Ce type de méditation de pratique, c'est celle qui est un petit peu employée d'ailleurs par le Dalai Lama et puis Mathieu Ricard. Alors, entre autres, oui, il y a d'ailleurs Mathieu Ricard publié un livre qui explique assez bien ces pratiques. Donc, la pleine conscience, ça va être une pratique qui va être notamment basée sur la régulation de l'attention, sur l'attention posée sur la respiration, sur une conscience des expériences, de l'expérience au moment où elle est vécue. Donc, on peut se prendre comme cible la respiration, mais on peut prendre aussi les sensations dans le corps ou les bruits environnants au moment où on est en train de les vivre. Et donc, l'idée, c'est de mieux appréhender et être capable de réguler ses capacités attentionnelles et de prendre conscience des événements alors qu'ils sont en train d'arriver, plutôt que d'avoir toujours l'esprit qui vagabonde sur qu'est-ce que je dois faire demain, qu'est-ce que j'ai fait hier, sans forcément en avoir d'ailleurs conscience. Ouais, le moment présent. D'ailleurs, il y a un livre je sais plus, d'un Canadien qui s'appelle Le moment présent. Le projet, donc l'objectif, on a compris. La méthodologie en fait de l'étude, quelle est-elle? Alors en fait, avec les 11 partenaires, on a conçu 2 grosses études cliniques. Il y en a une qui se passe dans 4 pays et qui, elle, se base sur un programme de type pleine conscience dont je vous ai parlé, ce qu'on appelle les programmes MBSR,
Mindfulness-Based Stress Reduction. Donc, ces programmes MBSR durent 4 semaines, 2 mois, 8 semaines, pardon, 2 mois, et ce sont des programmes qui vont être proposés dans 4 pays chez des patients qui se plaignent de leur mémoire, qui ont plus de 60, 65 ans, qui se plaignent de leur mémoire et qui sont inquiets, qui consultent, et en général, on ne trouve pas de troubles chez ces patients-là. Pour certains, c'est les prémices de, par exemple, une maladie d'Alzheimer, et donc, eux ressentent déjà des troubles qu'on ne va pas pouvoir être capable d'objectiver. Chez d'autres, c'est lié à un manque de sommeil, un stress, une anxiété, voilà. Et donc, c'est important de faire la part des choses et on pense que la méditation va pouvoir peut-être aider dans ce cadre-là chez ces patients qui ne sont pas pris en charge autrement que par un suivi sinon. Donc, c'est une première chose. Dans la deuxième étude, donc cette étude-là, elle s'appelle SCD Well. Dans la deuxième étude, Age Well, là, on va s'intéresser, on a recruté 135 personnes de plus de 65 ans qui n'ont pas de déficit cognitif ni de plaintes particulières. Et ces personnes-là, en fait, on va leur faire toute une série d'examens, d'imagerie, de leur sommeil, une prise de sang, voilà, des examens biologiques, etc. Et on va également des tests cognitifs. Et ensuite, on va les répartir au hasard dans 3 groupes. Un groupe qui va méditer pendant 18 mois. Un groupe, on s'intéresse également à la prise en charge de la pratique cognitive, c'est-à-dire la stimulation par une activité cognitive. Et donc, on a choisi une intervention d'apprentissage de l'anglais qui sert également en fait aux personnes. Ce n'est pas juste pratiquer pour pratiquer, c'est également pratiquer avec un objectif fonctionnel qui est d'apprendre l'anglais, qui motive les participants. Et puis, il y a un troisième bras qui est indispensable dans ce type d'études, qui est un bras passif, de contrôle passif, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas leurs habitudes, on ne leur propose pas spécialement d'intervention. Ils ont les mêmes examens avant et puis après les 18 mois de suivi. Voilà, en gros, on a eu la chance d'avoir un financement complémentaire et donc on va aussi… Donc, tout ça, c'est fait déjà, mais par contre… on va continuer à suivre les participants et puis refaire l'ensemble de ces examens pour voir si les effets perdurent. D'accord. Alors j'ai plein de questions. Déjà, les personnes qui sont dans les 2 premiers groupes, en fait, qui pratiquent, Oui. est-ce que c'est des personnes qui pratiquaient déjà la méditation ou est-ce que c'est des personnes qui ne pratiquaient pas et vous avez dû leur enseigner la méditation? Ce sont des personnes qui sont normalement plutôt naïves. Donc, on a vérifié qu'elles n'avaient pas eu une pratique intensive, qu'elles aient eu une petite découverte de la méditation ou des pratiques associées, c'était possible. Par contre, ce sont des personnes qui doivent être débutantes, voilà, relativement naïves. Pour l'anglais, c'était pareil. Alors, on a dû élargir un tout petit peu nos critères, pas prendre des personnes complètement débutantes qui ne parlaient pas du tout anglais, parce que sinon, on avait du mal en fait à recruter. Mais en gros, il fallait qu'il y ait une possibilité d'amélioration. Alors, pour ceux qui nous écoutent, en fait, le groupe en fait, qui était un débutant en méditation, puis débutant enfin, pratiquement en anglais, en fait, le groupe a mis combien de temps pour apprendre la méditation, pour être un petit peu autonome et puis commencer à avoir des effets? Enfin, combien de temps on met pour l'apprentissage de la méditation? Alors, ça dépend, on peut apprendre toute sa vie. Hein. Il y a, quand on voit, on prend des personnes comme Mathieu Ricard, par exemple, voilà, il a appris toute sa vie et je pense qu'il est content de continuer parfois à pratiquer. Enfin, évidemment, il continue à pratiquer. Si on prend des personnes qui ont une pratique déjà intensive, elles continuent toujours, en fait, évidemment à pratiquer, mais aussi à peut-être avoir des enseignements. Donc, c'est un peu comme le sport quelque part, en fait. C'est pas parce que vous avez fait du sport pendant 10 ans que c'est bon, vous pouvez arrêter. Non, bien sûr, il faut continuer à pratiquer et vous pouvez toujours apprendre de nouvelles choses. Donc, par contre, en fonction des enseignants, on peut être relativement autonome assez rapidement. Par exemple, le programme MBSR, je vous ai dit que c'est un programme standardisé de 8 semaines à raison de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par semaine d'enseignement. C'est fait pour que les gens, au sortir de cette formation, de cet enseignement, ils soient capables en fait d'être relativement autonomes dans la pratique. Donc voilà, après, oui, je pense que ça répond à peu près. Oui, je dis ça parce qu'en fait, moi qui fais un peu de méditation, en fait, au début, quand j'ai commencé en pleine conscience, l'instant présent, en fait,
on essaye 30 secondes, puis tac, le cerveau, pour moi, il part dans le futur, c'est dans le futur, donc tac, un coup de stress, tac. Et puis après, avoir l'énergie, en fait, de ramener le cerveau, enfin, l'attention, en fait, sur l'instant présent, c'est ça, je trouve, qui demande enfin, de la pratique, parce qu'on est, on est tout de suite en transe dans le futur, en fait. Et de ramener, je trouve que ça, moi, ça a été long, en fait, à pouvoir ramener, à dire, voilà, non, top, on laisse passer et on ramène dans l'instant présent. C'est ça que je trouve qui est difficile. Dans le groupe qui pratique, ils ont franchi cette étape, j'imagine. Alors, c'est difficile de vous répondre puisqu'on n'a pas analysé encore les résultats de l'étude, puisqu'on vient de les obtenir, les résultats de suivi post-intervention. Par contre, ce qu'on peut imaginer, et puis sur la base aussi de votre expérience, c'est qu'effectivement, il y a une période où juste l'exercice de ramener son attention sur l'objet choisi, c'est difficile. Et il y a une deuxième chose d'ailleurs que je dirais qui est difficile, qui est de ne pas de le faire sans jugement. Sans être énervé contre soi-même, sans être frustré, sans être découragé. Et ça fait vraiment aussi partie de l'exercice de méditation. C'est simplement d'observer que notre esprit nous a échappé et sans jugement aucun, juste le ramener. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on apprend, qui doit s'exercer. On affine notre attention et notre gestion de cette attention. En vue peut-être aussi de faire d'autres exercices, des exercices plus basés sur la compassion, où on va travailler plus, imagine. Ouais. Mais ces exercices permettent d'aider, enfin moi ça m'a aidé en fait, hein, pour ne pas être frustré par rapport à moi quand le cerveau partait, quand l'attention partait, enfin le mental partait. À quel résultat, pour une personne qui commence à 60 ans la méditation dans votre groupe, et j'imagine qu'il y en a qui vont continuer, à quel résultat on peut s'attendre au niveau du bien vieillir et en combien de temps? Alors, ça va vraiment dépendre sur qu'est-ce qui va nous intéresser à mesurer. Parfois, on peut méditer juste 15 minutes. On n'a jamais médité, on apprend un peu, on médite 15 minutes et on va sentir soi-même des effets, on va se sentir peut-être moins stressé, on va se sentir moins anxieux, ou on va se sentir juste plus présent, plus content d'être présent. Voilà. Donc, si c'est ça qu'on mesure, on peut le mesurer des fois au bout de 15 minutes. Par contre, ce qui va nous intéresser peut-être dans le cadre de notre étude, en tout cas de l'étude longue dont je vous ai parlé, celle de 18 mois, ça va être plus des phénomènes biologiques qui vont indiquer l'impact biologique du vieillissement et qu'on espère moduler. Et dans ce cadre-là, évidemment, puisque le vieillissement est un processus lent, et pour le modifier, il faut un certain temps, une certaine intensité, une certaine dose de cette pratique pour espérer observer des effets sur ces marqueurs plus lent, on va dire. Donc, voilà, ça va vraiment dépendre ce qu'on a envie de mesurer. Et encore à plus longue échelle, ce processus de méditation, cette pratique à long terme, est censée modifier des schémas automatiques qu'on a. Par exemple, on voit une image, tout de suite, ça crée chez nous une certaine angoisse et donc on répond agressivement. Voilà. Eh bien, via la méditation, mais ça, c'est une pratique un peu plus qui s'inscrit dans le temps, eh bien, normalement, on est censé un peu déconstruire et avoir une réaction qui nous convient peut-être plus, ou en tout cas qui correspond plus à quelque chose basé sur des faits, sur l'expérience en soi, etc. Donc, et ça, peut-être, ça va prendre plus de temps de modifier nos schémas mentaux et peut-être aussi de les remplacer par des schémas qui vont être plus positifs pour nous et pour les autres et pour peut-être aussi le vieillissement. Alors, un exemple concret, une personne qui médite depuis assez longtemps, on voit qu'il y a un effet sur la plasticité du cerveau. Est-ce que ça, en fait, vous pensez que ça va avoir un effet pour retarder Alzheimer? Alors, en fait, moi, dans mon imaginaire, pas de chercheur, en fait, je me dis, voilà, ça fait travailler d'autres zones du cerveau, donc ça crée des liaisons neuronales en plus, en fait. Et donc, en fait, les parties atteintes d'Alzheimer, par Alzheimer dans le cerveau, pourraient être compensées par d'autres zones qui auraient été activées par la méditation. C'est vrai ce que je dis ou c'est complètement hallucinant? Non, je pense que pour répondre très vite, c'est en partie vrai, ou en tout cas, c'est ce qu'on veut tester dans ce projet-là. D'accord. C'est exactement ce qu'on veut tester. Maintenant, il y a plein de choses à dire là-dessus. Par exemple, on prend l'anglais. On connaît beaucoup plus de choses sur les pratiques d'activité cognitive. Et donc, par exemple,
le fait que l'apprentissage d'une nouvelle langue a un impact positif sur ce qu'on appelle la réserve du cerveau, c'est-à-dire la capacité du cerveau à résister à des agressions, et notamment à certaines agressions liées au vieillissement. Donc, on part du principe que la méditation, c'est aussi quelque part une activité cognitive, mentale, puisqu'on fait un exercice mental pendant qu'on médite. On n'est pas juste là en train de rien faire et de se détendre, on est aussi en train de faire un exercice mental. On se muscle le cerveau quelque part, on muscle notre régulation attentionnelle et émotionnelle. Donc, c'est la première raison pour laquelle on s'attend à ce que la méditation, notamment l'apprentissage de langue aussi, puisse avoir un impact positif sur la plasticité cérébrale et sur le vieillissement. Une des deuxièmes raisons, c'est qu'en fait, les régions cérébrales qui sont impliquées dans ces exercices de méditation, eh bien, c'est des régions qu'on va retrouver soit sensibles au vieillissement, comme les régions frontales, soit aussi sensibles à la maladie d'Alzheimer, comme le cortex singulaire postérieur. Alors, c'est des mots un peu barbares, mais c'est juste pour dire, on connaît des régions spécifiques qui sont sensibles à l'Alzheimer et c'est des régions qui vont être impliquées dans la méditation. Et donc, en les stimulant, on espère leur procurer plus de réserves pour mieux résister à la méditation. Dernier point, ce que je reviendrai, ce que vous avez mentionné, qui est la compensation. Alors ça, c'est autre chose. On ne se situe plus en prévention, où on essaye d'accumuler une réserve pour mieux résister à une agression. On se situe un peu plus tard, alors que la maladie est là, et comment faire face à la maladie. Alors là, on connaît encore moins de choses. Il est vrai que pour une pratique chez les patients à un stade plus avancé de la maladie, qui ont déjà des lésions et peut-être des déficits cognitifs, il faudrait adapter la pratique. Il faudrait adapter la prise en charge pour qu'elle soit la plus accessible et la plus efficace possible chez cette population. C'est la première chose. Et ensuite, effectivement, on peut espérer promouvoir la compensation, promouvoir la résistance, une meilleure résistance, peut-être en développement, en stimulant d'autres voies par lesquelles les personnes pourraient répondre aux tâches ou aux activités de la vie quotidienne de façon plus facilitée. Un autre axe moi, qui m'intéressait, c'est méditation égale plus grande sérénité, donc on va dire moins de stress. Le stress, si bien compris, d'après la théorie couramment acceptée, oxyde le corps, donc accélère le vieillissement. Donc en fait, uniquement par cet aspect-là, la méditation pourrait, méditation aurait moins de peur, plus de grande sérénité, donc moins d'oxydation du corps, donc ralentissement du vieillissement. C'est logique ou c'est faux? Complètement. Alors, quand je parlais des aspects émotionnels ou psycho-affectifs du vieillissement, il y a le stress, il y a la dépression. Et ces deux éléments, on sait qu'ils sont associés à un risque plus important de développer des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. Et le stress, alors vous avez parlé des effets, que ce soit sur le corps, l'oxydation, il y a un effet également négatif sur le cerveau. Alors, quand on parle du stress, ce n'est pas n'importe quel type de stress. C'est un stress chronique qui va être prolongé pendant plus toute la journée. Ce n'est pas un stress auquel on réagit, qui est une réponse physiologique, on va dire, positive. Heureusement qu'on est capable de réagir au danger. Non, on parle vraiment de ce stress, voilà, stress au travail, longue durée, stress à la maison. Voilà, bon. Ce stress-là, il va avoir un impact sur le cerveau, notamment, par exemple, sur l'hippocampe. C'est une structure dans le cerveau qui est sensible à l'Alzheimer et qui va sous-tendre la mémoire, notamment. Et bien, cette structure-là, elle est particulièrement sensible au stress. Elle va être altérée avec le stress. Et notamment via les hormones du stress, comme le cortisol, eh bien, on va avoir une série d'impacts négatifs sur le cerveau, sur l'hippocampe, mais aussi sur la plasticité cérébrale au sens plus large. Et donc, effectivement, en réduisant ce stress, et donc cette fois de façon peut-être indirecte, via la réduction du stress, on pense également avoir un impact positif sur le cerveau et sur le vieillissement. Bon. Une personne qui nous écoute à l'heure actuelle et qui nous dit, voilà, je veux pratiquer la méditation dans le but de mieux vieillir, en fait, ou de ralentir les risques d'Alzheimer. Est-ce qu'on sait déjà à quel âge, en fait, la personne doit commencer? Alors, j'imagine que c'est le plus jeune possible, mais est-ce qu'il y a un âge au bout duquel c'est quasi trop tard? Je vous dirais deux choses qui sont montrées dans la littérature en recherche, qui ne portent pas spécifiquement sur la méditation, parce que la recherche sur la méditation, elle est assez nouvelle, mais qu'on peut transposer à la méditation. La première chose, c'est que les activités qu'on va faire
tout au long de notre vie sont importantes, vont avoir un impact. Donc, ça va être l'activité cognitive qu'on a alors qu'on est jeune, ça va être le régime alimentaire et les activités sociales qu'on va avoir alors qu'on est à un âge intermédiaire, mais y compris, peu importe ce qu'on a fait avant, également ce qu'on va faire à partir de 60 ans. Par exemple, dans le laboratoire, on a justement essayé de montrer si l'activité cognitive après 60 ans, si on contrôle pour ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire on ne tient pas compte, on enlève l'effet de ce qu'on a fait avant, va avoir un impact sur le cerveau, et la réponse est oui, il y a un impact de ce qu'on fait à partir de 60 ans qui va être spécifique. Donc, c'est un message relativement positif, peu importe ce que vous avez fait après, ça compte. C'est bien de commencer le plus tôt possible, d'avoir une vie saine, faire de l'activité physique, cognitive, etc. et peut-être méditer. Mais à partir de 60 ans et au-delà, ça a un impact également et ça compte. Voilà, et puis ce qu'on a montré aussi, c'est qu'il y a un effet complémentaire de différentes activités. On sait que l'activité physique et l'activité cognitive sont importantes, et ce n'est pas forcément l'un ou l'autre, parce que ce n'est pas forcément sur les mêmes régions cérébrales que ça va intervenir. Et donc, une combinaison des deux, ça peut être bien, puisque ce n'est pas forcément redondant. Par contre, toujours, je fais attention, parce que les gens peut-être vont du coup culpabiliser ou se dire « Oh là là, moi je suis mal barré, je fais ni sport ni activité cognitive Ouais, c'est ça. spécifiquement, etc. » C'était un peu ma question sous-entendue, oui. Non, je pense que avant tout, le faire en étant content de le faire parce que ça nous correspond, en se sentant bien, c'est le plus important. Il ne faut pas le faire dans le stress, en se disant, en voulant courir après quelque chose, etc. Et dans la méditation, c'est un peu pareil. Méditer pour bien veiller ou méditer avec un but, ça aide bien sûr à méditer, mais ce n'est pas le but en soi, en fait. Si on recherche un but, ça va presque à l'encontre du principe de la méditation. Si on court après un effet tout de suite, là, direct. Donc, oui, c'est un peu comme les études que j'avais lues, ceux qui mangeaient très sainement, mais de manière forcée, avec l'objectif de bien c'est vieillir. ça. Effectivement, ça engendrait un stress qui, quelque part, annulait en fait l'objectif qu'il poursuivait. Exactement. Donc, des fois, on me pose la question, est-ce que vous pensez que la méditation, c'est pour tout le monde? Et j'ai déjà entendu que certains répondent oui. Moi, je pense que c'est accessible pour tout le monde. Tout le monde peut s'y mettre parce que ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible à certains. Ou, voilà. Par contre, c'est surtout pour ceux qui ont envie de le faire et ceux pour lesquels à qui ça correspond. Voilà, c'est comme le sport, il y en a qui, voilà, c'est vraiment se faire violence que se faire du sport. Ben, faut pas continuer à répéter, il faut absolument faire du sport. Non, il y a d'autres choses, il faut que les personnes trouvent parmi la palette disponible de comment bien vieillir, en l'occurrence, puisqu'on parle de ça, ce qui leur correspond, et voilà. Votre étude, elle sera finie quand et on aura les résultats quand? Alors, je vous ai parlé de deux grosses études. La première étude chez les patients, qui est plus courte puisque c'était une intervention de 2 mois, celle-ci est terminée. Les données sont en cours de publication, donc on ne peut pas encore en parler parce que c'est sous embargo tant que ce n'est pas publié. Mais enfin, il y a des résultats intéressants que l'on trouve particulièrement prometteurs et qui vont être publiés délivrés là très prochainement. Et puis, il y a l'autre étude, Edgewell, là, pour lesquelles on vient tout juste de recueillir les dernières données et d'accéder à ces données, parce qu'il y a tout un processus pour accéder à ces données. Et donc, les analyses ont commencé depuis quelques jours, là. Donc, voilà, c'est en cours. Alors, une question qui me vient aussi, les 135 personnes que vous avez recrutées de plus de 65 ans, elles ont tous tenu le rythme dans la méditation, ou est-ce que, au final, après les mois, il y en a combien qui continuent la méditation et combien qui le font, on va dire, en dilettante ou qui ne le font plus, en fait? Vous savez ça? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est par contre le résultat un des, je trouve, déjà résultats, en fait. Oui, Et là, on parle de la méditation, mais on parle aussi de l'anglais et du groupe contrôle. oui, C'est une oui. étude longitudinale sur 18 mois. On demande énormément à ces personnes-là parce qu'on leur fait, elles ont au moins 15 visites avant d'être réparties au hasard, randomisées, dans les groupes anglais, méditation ou contrôle. Donc, elles ont ces 15 visites-là, elles sont analysées sur toute leur couture. Et puis ensuite, les deux groupes anglais méditation, ils doivent venir une fois par semaine pendant 18 mois pour une séance de groupe. Et ensuite, tous les jours, pendant au moins 20 minutes, à l'aide d'une tablette, elles vont pratiquer l'anglais ou la méditation.
Ensuite, elles reviennent après les 18 mois, également le groupe contrôle, pour une douzaine de visites où, à nouveau, on les regarde sur toutes les coutures. Et puis, on leur a proposé de continuer. Ce n'était pas prévu au départ. Allez, on remet 36 mois encore. Et de façon vraiment incroyable, donc en général, ce qu'on appelle le taux d'attrition, c'est-à-dire les personnes qui arrêtent de participer en cours d'études, c'est d'environ 15 à 20% par an dans les études classiques. Et de façon intéressante, dans notre étude, on a 0 personnes qui ont refusé de revenir à la fin de l'étude. Donc, on n'a aucune personne qui a arrêté l'étude en cours. Et puis, vraiment, la plupart, il y en a 2, 3 qui n'ont pas suivi, continué au-delà de leur engagement initial, mais la plupart ont même été d'accord. Donc, c'est des personnes qui sont très engagées en fait pour la recherche. Et puis, bon, on a la chance quand même d'avoir des enseignants vraiment exceptionnels, à la fois pour l'anglais et pour la méditation, qui ont imaginé le programme avec nous, qui ont accompagné les participants, qui les ont entourés, qui se sont adaptés à des situations parfois complexes, etc. Et ce qui a permis aussi de maintenir les participants dans l'étude et dans leurs interventions respectives. Elles sont très engagées parce qu'en fait, vous avez fait un bon recrutement et où c'est un aspect générationnel, les plus âgés sont plus intéressés par la méditation ou l'apprentissage de l'anglais. Je pense que c'est qu'on a un biais de recrutement principalement lié aux études scientifiques, surtout des études comme la nôtre, où ça va être des personnes qui vont être déjà particulièrement sensibles à ces aspects-là, qui ont particulièrement envie de faire participer à la recherche et qui, parfois, pour beaucoup, sont déjà très actifs dans leur vie, qui vont participer à ce type d'études. Et même si nous, on aurait voulu avoir un recrutement plus hétérogène, en fait, qui soit peut-être plus représentatif de la population générale, c'est vraiment difficile dans ce type d'études qui est quand même lourde. Donc, c'est la première chose. Après, il se trouve qu'on a également des personnes qui sont particulièrement partie prenante de cette étude. Et ça, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui l'a créé, mais justement, des personnes qui surveillent l'étude. On a un comité d'évaluation externe qui garantit la qualité de cette étude-là, nous ont demandé de creuser cette question-là, parce qu'on voit bien qu'on a une population unique, que ces personnes-là, elles sont uniques. Pour rester jusqu'au bout, pour être autant engagé. On voit bien que ça ne correspond même pas aux études scientifiques publiées jusque-là. Et donc, on a fait une étude spécialement, tout un questionnaire, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui motivait les participants. Voilà. Dans 10 ans, une fois que votre étude va paraître, d'autres études vont paraître, dans 10 ans, ces résultats vont se traduire comment, d'après vous? Il va y avoir un engouement pour la méditation, il va y avoir des programmes, il va y avoir quelque chose? Alors, je pense qu'il y a eu un engouement là. On a bénéficié d'une vague d'intérêt autour de la pratique de la méditation, qui d'ailleurs explique le fait qu'on parle beaucoup là dans ce programme-là de la branche méditation, alors que la branche anglais est tout à fait tout aussi exceptionnelle. Mais c'est vrai qu'il y a un engouement particulier, c'est au cours de ces 10 dernières années sur la méditation, avec un attrait vraiment du grand public sur ces pratiques. Donc, je pense que cette vague-là, on l'a déjà. Après, il faut faire vraiment la part des choses. C'est ce qui est rendu difficile, de faire la part des choses entre voilà, des personnes qui ont saisi l'opportunité pour des raisons économiques ou d'autres raisons qui sont de proposer des applications ou des prises en charge par la méditation, etc., versus les programmes plus sérieux, établis, les associations et les propositions de prise en charge qui sont vraiment certifiées. Voilà. Donc, c'est ça. Après, nous, ce qu'on espère, donc ce programme-là, on a bénéficié d'un financement complémentaire par MMA et par la région Normandie qui soutient énormément la recherche. On a de la chance et notamment qui soutient ce programme-là et qui nous permet de donner suite à ce programme-là. Alors, je vous ai parlé d'une évaluation à plus long terme pour voir si les effets perdurent, mais aussi, on va mettre en place une application qui va ne pas uniquement être basée sur un support électronique, mais qui va aussi permettre de favoriser l'esprit de groupe et les contacts, et qui va proposer, sur la base de ce qu'on aura fait dans l'étude, ce même type d'intervention sur une longue durée. Et donc, ce qu'on espère, c'est pouvoir proposer ce programme à plus large échelle pour continuer déjà à étudier, mieux cibler ce qui est important dans cette pratique
dans le cadre du vieillissement, mais aussi pour qu'un plus grand nombre puisse en bénéficier. D'accord. Alors, un petit zoom avant de terminer sur l'anglais. Si je provoque, est-ce à dire que l'apprentissage de l'anglais a un effet sur le bien vieillir? Alors, je veux bien que vous répétiez votre question. Alors, oui, pourquoi l'anglais et puis pourquoi l'apprentissage d'une langue a quelque chose à voir avec le bien vieillir? Alors, en fait, de façon très globale, premièrement, une activité, une stimulation cognitive, faire des mots croisés, faire des jeux dans le cadre d'activités sociales, etc., ça va stimuler le cerveau et faciliter la plasticité cérébrale, préserver le cerveau. Donc, un cerveau plus actif qui a été stimulé tout au long de la vie et qui continue à être stimulé est plus résistant. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la pratique d'une langue étrangère va faire appel à des fonctions particulières de flexibilité, de mémoire, qui va également être bénéfique. Et puis, l'avantage de l'apprentissage de l'anglais, c'est que c'est aussi, comme on disait, utilitaire, c'est-à-dire que maintenant, dans nos sociétés, les personnes qui prennent de l'âge, eh bien, elles ont soit tendance à voyager beaucoup plus, notamment dans des pays anglophones, ou en tout cas où l'anglais est nécessaire, soit avoir une partie de leur famille ou leurs petits-enfants dans des pays étrangers. Et donc, elles sont vraiment amenées à pratiquer beaucoup plus et stimulées, motivées à pratiquer l'anglais. Et donc, le fait que ce soit l'apprentissage d'une langue, c'est important également pour ces aspects de motivation, mais aussi de pratique par la suite. D'accord. Une conclusion à l'émission? Une conclusion à l'émission, carrément. C'est Ah déjà oui, la oui, fin. vous savez, dans mon émission, c'est l'invité qui travaille. C'est ça. Conclusion à l'émission. Non, je pense qu'on est arrivé à un moment vraiment très important et enthousiasmant de la recherche parce que moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur le vieillissement et la maladie d'Alzheimer. Et on s'est vraiment, pendant longtemps, focalisé sur comment guérir, comment arrêter de trouver des traitements. Alors, on continue ça, bien sûr, mais de plus en plus, on réalise que tout ce qu'on fait au cours de notre vie, ça va avoir un impact sur notre risque de maladie d'Alzheimer, qu'on peut prévenir près de 40% des cas de maladie d'Alzheimer grâce à nos facteurs de vie, en modifiant nos facteurs de vie. Et donc, je pense que c'est quand même enthousiasmant et intéressant, premièrement, de se dire qu'on peut faire quelque chose, qu'on n'est pas, qu'on n'est pas fataliste là-dessus, qu'on peut intervenir en mangeant, en faisant du sport, en ayant des activités sociales épanouissantes, mais aussi, pour la recherche, d'essayer de mieux comprendre quels facteurs va avoir le plus d'impact sur quel type de population, à quel moment et à quelle dose, etc. Donc, il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Mais donc, on arrive dans je trouve, le moment très, très, très enthousiasmant d'essayer de donner ces messages positifs et très concrets de comment prendre soin de soi. Super, super. Merci Gaëlle. Gaëlle Châtelain, je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'INSERM et vous êtes coordinatrice de l'étude Silver Santé Study. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée à tous. Au revoir.